Cette émission est une présentation du CLD de la Côte-de-Beaupré et Desjardins Entreprises Québec-Capitale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'espace Félix Leclerc sur l'île d'Orléans. Cette semaine à Profession Entrepreneur, on rencontre une femme engagée qui est très connue sur la Côte-de-Beaupré. Et bien qu'elle évolue dans l'un des plus beaux sites naturels au Canada, eh bien elle doit quand même faire du travail de bureau. Hélène McNichol nous présente son entreprise, le Canyon Sainte-Anne. On évolue dans le domaine touristique. En fait, le canyon est une des clés de voûte de l'industrie touristique sur la Côte-de-Beaupré. Et en fait, ce qui nous distingue au niveau du produit, c'est vraiment d'avoir tout conservé l'environnement naturel du canyon et de la chute. On reçoit des clientèles de toutes sortes, des familles, des poussettes. On a des services pour les gens handicapés. Donc, quand on arrive ici, c'est environnement forestier. Ensuite, ça, c'est détendu. C'est très familial, tous les services. C'est facile d'accès. C'est à une demi-heure de Québec. Hein. C'est une coupure d'environnement par rapport à la ville, là, à juste une demi-heure de Québec. Historique, c'est mon père et mon oncle qui ont ouvert au public en 1973. Quand mon oncle est tombé malade, moi et mon frère, on a acheté ses parts en 1992. Donc, on est la deuxième génération gestionnaire. Mon frère a 2 enfants. Il y en a un qui travaille ici cet été. On verra ce que ça donne pour une 3e génération. Le Canyon Sainte-Anne est une entreprise familiale. En fait, on a fêté notre 40e anniversaire d'ouverture au public l'an dernier. Donc, cette année, c'est notre 41e saison. Dans notre vision de développement, on veut vraiment conserver le caractère forestier et sauvage du site. Donc, quand on planifie quelque chose, c'est toujours en fonction de minimiser les impacts dans le paysage. On a gagné plusieurs prix au fil du temps. Le plus prestigieux, c'est Traction Canada, qu'on a gagné en 2002. Alors, on est inscrit dans la catégorie des parcs de 100 km² et moins, donc vraiment les petits parcs. Il y avait un lauréat par province. Et donc, nous, on a gagné le Grand Prix. Donc, ça a été c'était un moment fort. On veut faire découvrir le canyon dans ce qu'il est de plus intègre, en donnant l'accès au plus grand nombre. Madame McNichol, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Super, merci. Bienvenue à Profession Entrepreneur. Merci de m'avoir invité. Le canyon a toujours fait partie de votre vie. Vous avez littéralement évolué dans cet environnement-là. C'est une aventure qui a commencé très jeune pour vous? Bien, j'avais 6 ans quand mes parents ont commencé le développement là-bas. Donc, oui, tous les étés, on était là, on jouait en forêt. Bon, puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, on ait notre premier emploi. Puis, bon, graduellement, on a pris la relève de l'entreprise. Donc, ça faisait littéralement partie de votre quotidien quand vous étiez jeune. Oui, tout à fait, tout à fait. Par quelle étape vous êtes passé pour que finalement vous décidiez de prendre le flambeau de cette entreprise-là? Au début, j'avais étudié en agronomie. Et puis, à un moment donné, j'ai eu un emploi d'été au gouvernement. Et le gouvernement, c'était pas mon environnement. Fait que c'est vraiment là que j'ai réalisé que c'était l'entrepreneuriat qui était vraiment ma voie, là.
Alors, c'est là que j'ai décidé de prendre la relève de l'entreprise. Je suis allée étudier en tourisme. Je me suis retrouvée à Montréal en gestion d'intervention touristique. Puis, bon, quand est arrivée la maladie de mon oncle, ben, c'est là que moi et mon frère, on a racheté ses parts. Là. Donc, c'était pas clair, net et précis que vous alliez prendre la relève, ça s'est fait par la force des choses, c'est bien ça? Par essai-erreur, hein? On est allé tester ailleurs, mais on s'est dit non, on revient. Pour avoir grandi littéralement dans le canyon, qu'est-ce que cette entreprise-là représente pour vous aujourd'hui? Bien, il y a des gens qui me disent que je suis le canyon. Tellement c'est tissé en moi, là. C'est impossible de séparer moi du canyon, là. Puis je crois que c'est la même chose pour mon frère aussi. C'est notre vie, ça, là. Tu sais, c'est plus que juste un emploi, là. Tu sais, c'est un engagement de vie. Ouais. Quand on dit que 60 des entreprises ne survivent pas à une deuxième génération, comment vous avez fait pour déjouer cette statistique-là? C'était peut-être le fait... Je crois qu'il y avait les circonstances ont fait qu'on a pu prendre une place parce qu'à un moment donné, après mes études, il n'y avait pas d'espace nécessairement pour moi. J'ai eu à me demander si j'allais aller travailler ailleurs en attendant. Puis bon, en tout cas, les dés se sont organisés de manière telle qu'on a racheté, là. Mais je serais allée en tourisme puis j'aurais attendu pour reprendre la relève. Donc, si votre oncle n'était pas tombé malade, le timing n'aurait pas été aussi... Bien, ça aurait été plus long avant que je me retrouve à racheter des parts dans l'entreprise. Est-ce que la combinaison de vous et votre frère ensemble, ça en est pour beaucoup? Bien, je crois que ça fait une belle équipe, mais c'était pas nécessairement... C'était peut-être plus clair plus tôt pour mon frère, plutôt que pour moi. Comme je dis, moi, je m'étais orientée vraiment dans complètement un autre champ d'expertise, tout à fait. Là. Mais lui, il est allé en administration tout de suite quand il est rentré à l'université. Moi, j'ai bifurqué avant de rentrer dans une faculté d'administration. Quelles qualités font de vous une bonne entrepreneur? Mon Dieu, faut aimer ce qu'on fait. Faut être tenace. Faut avoir une bonne santé parce qu'on fait plusieurs heures. Ça, c'est clair qu'il y a des heures de mis là-dedans. Là. C'est un horaire atypique. C'est pas du 9 à 5. Puis, ça prend vraiment une discipline? Faut croire, oui, une discipline, il faut croire en ce qu'on fait. Mais oui, une discipline. Tu peux pas laisser tomber, tu peux pas te décourager. Il faut que tu continues. Parce qu'il y a déjà eu des moments de découragement? Bien, il y a toujours des périodes plus difficiles dans une entreprise. Que ce soit... Le tourisme, c'est quand même c'est pas une industrie forte. Hein. C'est sujet à tout, là, aux fluctuations monétaires, aux maladies, la situation politique. N'importe quoi vient fluctuer, vient influencer le tourisme. Il y a d'autres raisons aussi. Des fois, on se pose des questions sur notre santé. Enfin, il y a beaucoup de facteurs là-dedans. Là, mais il faut tenir le coup. Dans l'entreprise, vous vous occupez du marketing, également de la mise en marché. Et à chaque automne, bien, vous allez à Toronto, Vancouver et même Montréal pour faire vraiment du démarchage pour attirer des nouveaux touristes. Vous répétez ça année après année. Est-ce que cette démarche-là est essentielle pour assurer le succès du Canyon? Ça couvre une partie des clientèles. En fait, le Canyon a deux volets. Il y a le tourisme individuel, familial québécois et il y a les clientèles internationales. Donc, je fais beaucoup d'actions en coop avec l'Office de tourisme de Québec et le ministère du Tourisme. Alors, c'est là que je vais chercher mes clientèles internationales. Fait qu'il y a tout un volet où je planifie des publicités, là, genre radio, journal et compagnie. Puis il y a tout un autre volet où est-ce que là, je fais vraiment on appelle des marketplaces, là, vraiment ciblés dans l'industrie touristique pour aller chercher un autre type de clientèle. Est-ce que justement une formule spéciale, là, vraiment la recette gagnante là, pour assurer le succès d'une entreprise, de votre côté, c'est d'attirer le plus de touristes possible? On est une entreprise à volume. Il y a des produits qui sont des produits de niche qui vont coûter plus cher par billet ou par personne, mais le Canyon, c'est pas cher. C'est vraiment une entreprise où est-ce que ça prend une masse critique de clientèle pour fonctionner. Puis j'imagine que le tourisme, ça vous inquiète, puis vous avez des préoccupations par rapport à ça, notamment au Canyon, mais sur tout l'ensemble de la Côte-de-Beaupré. Est-ce que l'industrie touristique, autrement dit, est-ce que ça va bien sur la Côte-de-Beaupré? Pour l'ensemble de la région de Québec, il y a eu des creux après 2008. Cette année, ça va mieux.
Ça, c'est pas mal ce que j'entends de la plupart des intervenants touristiques. Pour la Côte-de-Beaupré, bien, on sait, il y a eu des fermetures de grands hôtels, des fermetures, les motels. Les gens voyagent autrement. Nous, ce qu'on voit, exemple, au fil du temps, on a coupé nos services de restauration. On est rendu avec un service très, très minimal. Sandwich, soupe, des choses comme ça. Avant, on avait vraiment un resto. Les gens amènent plus leur pique-nique qu'avant. Les gens vont moins dormir sur la Côte-de-Beaupré. Ils vont retourner à Québec en fin de journée. C'est plus pareil. C'est plus les mêmes comportements, puis il faut s'adapter. Mais est-ce que justement, cette capacité d'adaptation, c'est pas ça la clé du succès dans toutes les entreprises? Dans toutes les entreprises et tous les domaines. Ça, c'est clair. Donc, c'est évident que vous avez eu, au cours des dernières années, à vous réinventer. Je sais que vous avez ajouté des via ferrata, des choses comme ça. C'est vraiment ça, votre porte de sortie? Oui. C'est sûr, d'essayer. Le fait aussi de faire des activités avec l'Office de tourisme et Tourisme Québec, ça te donne des antennes sur ce qui se passe sur les marchés. Et c'est là aussi que tu vas chercher des idées ou que tu prends le pouls de ce que la clientèle cherche ou dans les tendances aussi, puis que tu peux vérifier s'il y a une opportunité pour toi ou non de faire quelque chose. Parce que des fois, il peut y avoir des opportunités, mais toi, ton entreprise, tu sais que tu ne pourras pas aller jusqu'à tel développement où tu ne veux pas. Comme j'ai déjà expliqué, il y a des choses, nous, on ne veut pas briser le caractère naturel de la chute, là. Donc, il y a des choses nous-mêmes, on se dit, non, on ne le fera pas. Même s'il y aurait de la clientèle qui voudrait le faire. Là, mais c'est ça, c'est toujours cette balance-là entre l'information, l'évaluation qu'on fait des besoins du marché, puis comment nous, on pense pouvoir répondre à ce besoin-là. Bien, votre souci pour l'environnement, on en parlera un peu plus tard. Mais vous savez, Hélène, vous êtes bien entourée dans votre entreprise. Vous êtes avec votre frère. Oui. Votre père est là aussi. Oui. Et votre neveu fait aussi partie du décor. Et on leur a demandé de vous parler un peu ce qu'ils pensaient de vous. Puis on va aller voir dans quelques instants, là, est-ce qu'ils ont répondu à notre question. OK. On va voir ça. Bon, d'abord, je vais faire un peu d'historique. Ça fait 45 ans qu'on a commencé ici. Puis, à l'époque, il n'y avait pas de garderie, puis on n'envoyait pas les enfants dans les parcs. Donc, j'ai toujours emmené mes enfants avec moi. Ils ont grandi dans l'entreprise. Puis, je leur ai montré à gérer ça aussi. Puis, graduellement, bien, ils en sont venus à la gérer eux-mêmes. Ils ont les qualités nécessaires pour le faire. Ils sont tous les deux de bons administrateurs, puis ils sont aussi sérieux. Ils n'ont pas gaspillé ce que je leur avais, ce qui leur a été légué. Et puis maintenant, c'est eux autres qui ont la relève, parce que moi, je suis rendu à 82 ans. Je les accompagne encore par plaisir, mais je ne serai plus là, puis je pourrais continuer quand même. Moi, c'est la 3e année que je travaille ici et je suis la 3e génération à faire partie de l'entreprise. Et j'aime bien travailler ici. Surtout avec mon père, j'en apprends beaucoup, il est très strict, puis ça me permet de m'améliorer dans ce que je fais. Avec Hélène aussi, j'en ai beaucoup appris, surtout sur la nature, elle qui est une passionnée de roches et de pêche. Malgré le fait qu'ils sont très stricts, j'aime bien travailler avec eux, mais par-dessus tout, j'aime bien travailler avec mon grand-père, puisque surtout avec lui, j'apprends beaucoup de choses nouvelles. Avec l'expérience qu'il a, c'est très bien. Je vais probablement continuer l'entreprise et c'est très, très instructif pour moi. Hélène, vous avez trouvé ça intéressant, ce qu'il y avait à dire à votre sujet? Ben oui, moi, je l'avais pas vu. Je sais que vous aviez tourné ça, puis j'étais absente, là, oui. Donc, vous n'avez pas gaspillé, pour reprendre les mots de votre père, ce que votre père vous a légué? Ben on espère. C'est lui qui vous a Sinon, ce serait tuer la poule aux œufs d'or. Ça ressemblerait à ça. Donc, c'est lui qui vous a un peu tout montré dans l'entreprise? Oui, mais en même temps, quand on est allé chercher des formations à l'extérieur, ça a permis de compléter des savoirs puis de pousser plus loin sur certains domaines. Parce que c'est sûr que la première génération avait à tout bâtir, mais là, vraiment physiquement. Tu sais, on parle d'ouvrir des chemins, on parle de mettre des installations sanitaires, on parle de tout ça, là. Fait que tout ce qui était marketing, c'est moi qui étais allé le chercher. On avait une petite base, mais je l'ai poussé beaucoup plus loin. Mon frère en administration a poussé beaucoup plus loin aussi, là. Mais c'est normal d'une génération à l'autre qu'on additionne des savoirs puis qu'on pousse plus loin nos propres entreprises, là. Donc, quand vous avez voulu reprendre l'entreprise, vous avez fait les études en conséquence Oui. pour vous doter de tous les outils dont vous aviez besoin. Bien, il n'y avait pas d'outils statistiques, exemple, sur les clientèles.
J'ai élaboré les premiers questionnaires de statistiques. C'était des exercices d'école, puis mes professeurs corrigeaient. Hein. C'est comme ça que ça... C'est pour ça qu'on fait ces études-là aussi, c'est pour aller chercher des plus. Votre père fait toujours partie du portrait. Est-ce qu'il a lâché prise totalement ou il vous conseille et s'impose encore un peu dans l'entreprise? Quand on a des décisions importantes, il fait officiellement partie du conseil d'administration. Donc, on est 3 administrateurs à prendre les décisions. Mais pour le quotidien, la charge quotidienne, je vais employer le mot charge, non, tu sais, lui, il vient le matin, il dîne avec nous, s'il est fatigué, il s'en retourne. Tu sais, c'est pas... il vient par intérêt personnel. Pas besoin de faire son 40 heures semaine. Non, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, c'est unique pour nous de l'avoir encore avec nous à 82 ans. Tu sais. Mais en même temps, c'est essentiel, je pense, d'avoir un membre fondateur pour avoir vraiment le pouls de lui, sa perception de l'entreprise. Parce qu'il y a une continuité dans tout ça, c'est sûr. Pendant 40 ans, il y a un acquis puis il y a une expérience qui se cumule. Oui. Puis est-ce que c'est votre père qui vous a donné un petit peu le goût de vous lancer en affaires, de faire de l'entrepreneuriat? C'est peut-être plus exact de dire qu'il m'a donné le goût de la nature. C'était pour ça que j'ai hésité entre foresterie, je suis allée en agriculture. Mais le goût de l'entrepreneuriat, c'est vraiment c'est un besoin de liberté personnelle. Hein. Puis je m'en suis aperçue en allant faire mon contrat au gouvernement. Là. Mais sinon, qu'est-ce qui vous a légué, qui vous sert le plus aujourd'hui? C'est vraiment une question de ténacité, puis une question de volonté, puis de se discipliner pour aller sur un objectif. C'est ça le plus gros legs. Quand votre neveu dit dans la capsule qu'il veut probablement continuer l'entreprise, est-ce que vous trouvez ça encourageant qu'il ait déjà de l'intérêt à cet âge-là? Bien, il y a 16 ans. On va lui laisser le temps d'aller tester autre chose aussi. Là. Mais ça a commencé jeune pour vous aussi. Oui. Bien, tu es en contact avec ça tout de suite. Mais de voir que lui a un intérêt si jeune pour peut-être envisager, c'est pas encourageant quelque part? Oui, mais on verra. Tu sais, moi, ça c'est pas... Oui, j'étais dans l'entreprise, mais j'ai pas pris... C'était pas clair, si clair que ça tout de suite, que je voulais reprendre la relève. Fait que je lui laisse sa chance. Mais même s'il vous reste encore des belles années à travailler, est-ce que déjà vous avez commencé à penser à un plan pour la relève ou quelque chose comme ça? C'est sûr qu'on aimerait que les enfants de mon frère s'impliquent, mais là, ils sont trop jeunes. Bon, puis nous, on n'est pas si vieux que ça non plus. Fait qu'on s'est donné un espace, on discute avec mon frère, là. On s'est donné un espace d'une dizaine d'années. On verra, eux, comme Thomas va être rendu à 26 ans, il va vraiment plus savoir ce qu'il veut. Puis nous aussi, on verra ajuster nos choses en conséquence, mais on a déjà vécu ce qu'était la passation d'une génération à l'autre. Donc, on a quand même une bonne idée de comment s'organiser pour passer à une 3e génération. Donc, vous y pensez tranquillement, mais vous n'êtes pas encore rendu là? Non. Il nous reste 10 ans. Jusqu'à quel point votre frère, de l'avoir avec vous dans l'entreprise, ça représente un avantage? Bien, c'est parce qu'on est très complémentaires. Lui s'occupe beaucoup de tous les aspects de terrain. Moi, je vais plus m'occuper de choses que lui, marketing, tout ça, il n'aime pas. Moi, aspect terrain, j'aime moins. Ça donne bien, disons. Ça va bien là-dessus. Il y a des grandes lignes aussi sur lesquelles on s'entend pour l'entreprise. Parce que s'il faut décider certaines grandes orientations, puis que les fondements de chacun ne sont pas communs, c'est pas possible d'aller prendre des décisions. Là. Puis en même temps, le fait qu'on soit sur des domaines séparés, on ne se pile pas sur les pieds. Ça aussi, là, tu ne peux pas non plus être toujours dans les plates-bandes du voisin. Là. Ça nous donne chacun une liberté d'action dans nos domaines. Puis là, bien, on est encore à 3 pour les grandes décisions. Chose certaine, Hélène, vous assurez toujours la relève de l'entreprise familiale avec brio. Bien, merci. On s'arrête quelques instants pour aller voir la capsule du Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré. Leader dans le développement économique et entrepreneurial sur son territoire, le CLD de la Côte-de-Beaupré est heureux de contribuer au succès des entreprises d'ici. En affaires, quand vient le temps de donner à votre entreprise l'élan nécessaire pour atteindre ses objectifs, il importe de pouvoir compter sur des leviers financiers efficaces et flexibles. Au CLD de la Côte-de-Beaupré, nous avons ces leviers.
Que votre entreprise soit en démarrage ou en expansion, vous avez accès au Fonds local d'investissement et au Fonds local de solidarité. Avec ces deux fonds, le CLD peut investir jusqu'à 200 000 dans votre projet et vous permettre ainsi de compléter votre montage financier. De plus, vous aurez accès à toute notre équipe de professionnels et à un réseau extraordinaire afin de vous accompagner dans la mise en œuvre de votre projet. Voilà comment, au CLD de la Côte-de-Beaupré, nous agissons pour la réussite de votre entreprise. Le CLD de la Côte-de-Beaupré, engagé afin que vous puissiez passer du projet au concret. Vous en avez parlé tout à l'heure brièvement. Vous avez un souci pour l'environnement et la préservation de la nature. Comme au canyon, bon, la nature est prédominante. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous avez sensibilisé vos employés à ce souci-là que vous avez? On le fait. D'abord, ils sont avec nous depuis très longtemps, la plupart d'entre eux. Donc, eux aussi aiment travailler dans cet environnement-là, ce contexte-là, ils le comprennent. On s'est donné des petits trucs à l'interne pour des petits gestes verts, par exemple. On a aussi on a un bulletin qu'on donne régulièrement aux gens. Et oui, c'est inévitable, mais au départ, c'est des gens qui aiment ce contexte-là et qui aiment accueillir les gens. Et ils aiment être au canyon, ça. Vous pouvez les interroger. J'ai pas de doute là-dessus. Bien, je peux vous affirmer que oui, on les a interrogés justement à ce sujet-là. Et donc, oui, vos employés sont sensibles à ça. Et surtout, un d'entre eux, Marcel Talbot. Je suis à l'emploi de la compagnie McNicol depuis 32 ans. C'est moi qui s'occupe un peu de l'entretien et gère un petit peu avec les patrons l'ouvrage qu'on peut avoir dans une journée, dans la saison. Tous les gens qui sont ici, les deux patrons, c'est des patrons merveilleux. C'est des patrons qui sont ouverts. Ça fait que c'est plaisant avec eux de dire le matin, on arrive ici, puis c'est toujours avec joie qu'on s'en vient travailler. Nous, notre but premier avec les collègues, c'est de mettre ce site naturel le plus beau possible. La plus belle anecdote site qu'on a vu en 79, mai 79, c'est l'eau qui a passé sur le premier pont. L'eau avait emporté un petit peu tout le pavé de bois, fait qu'il aurait fallu reconstruire tout ça. Ça fait que c'est un beau site et puis on prend le soin qu'il soit beau, qu'il reste beau à long terme. Étiez-vous là lorsqu'est arrivée cette grande crue-là qui a emporté une partie du pont? C'est moi qui ai pris les photos. On avait traversé l'autre côté. Il fallait qu'on évacue un peu des gens là, qui restaient. Il pleuvait, il n'y avait pas beaucoup de clientèle, mais quand même, on avait évacué des gens. On est revenu sur la rive sud, puis une heure et demie plus tard, la vague passait par-dessus le premier pont. C'était quelque chose. C'est un événement historique, ça, pour puis le canyon? Oui, puis la force de l'eau, ça entraînait des troncs d'arbres, des gros rochers, ça grondait là-dedans. Là. C'était quelque chose. C'est une épreuve qui était difficile? Il y avait des gros questionnements concernant la structure du pont, c'est inévitable, mais ça a tenu le coup. C'est sûr que c'était très, très spécial. Même si le canyon va très bien, je présume, on a parlé de cette capacité-là de se réinventer tout à l'heure, mais à quel défi fait face le canyon aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous dirais offrir plus de services sans nécessairement augmenter les prix d'entrée. Et là, ça, c'est des discussions qu'on a ces temps-ci. Les gens s'habituent à... Les baby boomers, entre autres, ont beaucoup voyagé, ont beaucoup comparé avec d'autres sites. Au Québec, on est chanceux parce que la nature est quand même assez est à proximité des villes, c'est accessible, c'est facile. J'étais le printemps dernier en Écosse, de la forêt naturelle là-bas, là, mais il n'y en a presque plus. Hein? On est bien chanceux. Là. Donc, on a ce trésor-là, mais en même temps, les gens vieillissent, ont besoin de plus d'attention, ont besoin... Bon, on a déjà les navettes pour les gens qui ont de la difficulté à marcher, mais ça demande plus pour... Mais les gens ne veulent pas payer. Alors, on a vraiment des recherches à faire là-dessus. Là. C'est notre défi. Quand on a ajouté les services d'aventure, il y a 10 ans, ça, on savait qu'on était sur un créneau de niche. Donc, les gens payaient à part. C'était pas le même type de clientèle.
Ils ne recherchaient pas les mêmes types de feeling là, et ils cherchaient du sport et de l'adrénaline. Notre client canyon familial, lui, c'est autre chose. Il faut vraiment offrir de la sécurité, il faut offrir de la facilité d'accès. Puis là, avec le vieillissement de la population, c'est ça. Ça demande plus de soins, de recevoir les gens. Mais dans toutes les activités, est-ce que les gens ne cherchent pas plutôt un prix qu'une activité ou un forfait? À un moment donné, l'offre touristique sur 20 ans, c'est beaucoup développé. Oui, c'est sûr qu'il y a une pression sur les prix. Puis on est dans des périodes économiques. Bon, on n'est plus en crise comme 2008, là, mais c'est quand même pas tout à fait revenu tout ça. Là. Donc, oui, il y a des questions de prix. C'est pour ça que dans nos planifications, on doit tenir compte de cette variable-là pour ces années-ci. Et à quoi vous rêvez pour le Canyon pour les prochaines années? Je ne peux pas vous le dire. Vous ne pouvez pas vous le dire? Même pas un indice? Bon, on est en discussion avec François Guy pour d'autres trucs, là, mais... On ne peut pas trop en révéler? Non. Ça a l'air à vous tenter, je vous mais... inviterai à une conférence de presse pour ça. Quelle réussite au Canyon vous rend le plus fier? Je pense que c'est vraiment d'avoir réussi à préserver le lieu dans son intégrité naturelle. C'était le défi et ça reste le défi. Dans un environnement où tout l'aspect résidentiel sur la côte de Beaupré se développe beaucoup. Dans un contexte aussi où, économiquement, ce serait facile d'ajouter des trucs, des infrastructures lourdes qui viendraient gréver le paysage. Donc, ça reste ça. Hein. Moi, je pense que la survie de l'entreprise, la clé de la survie de l'entreprise, c'est son intégrité naturelle. Est-ce que dans vos projets futurs, vous n'auriez pas peut-être une tyrolienne qui partirait du pont Mestachibo jusqu'en bas de... On ne sait pas? Je vous inviterai à une conférence de presse. On le saura une autre fois. En terminant, Hélène, j'aimerais que vous me disiez, si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur ou quelqu'un qui désire se partir en affaires et qui hésite, il ne sait pas trop, qu'est-ce que vous lui diriez? De faire des tests avant de prendre cette décision-là. C'est quand même un choix de vie personnel particulier. Puis ça implique, c'est sûr que ça implique, comme je dis, ta vie personnelle, puis ta famille, puis ton conjoint. Ça te prend un conjoint qui comprend que tu vas avoir un horaire atypique, qui comprend que tu travailles plus d'heures que la moyenne des gens, qui comprend que, des fois, le dimanche, tu n'es pas là. Ça, c'est... Mais il y a vraiment... faut vraiment aimer ça, il faut savoir qu'on aime ça, sinon, on n'aura pas la ténacité pour aller jusqu'au bout. Hélène, je vous remercie beaucoup de nous voir à l'émission et de partager votre expérience. Ça donne le goût d'aller au Canyon. Et je vous remercie de votre présence à l'émission. Merci encore de m'avoir invité. Merci.